Il est 19 h, toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de cette édition. Nous sommes le vendredi 29 octobre. L'Europe qui veut se protéger des risques de nouvelles crises financières, un compromis difficile au sommet de Bruxelles pour la mise en œuvre d'un bouclier capable d'aider des pays budgétairement défaillants. Bonne nouvelle pour les vacanciers de la Toussaint, il n'y a plus ce soir de raffinerie en grève. À Marseille et de ce soir, dans quelques heures, les terminaux pétroliers vont reprendre le travail. C'est la détente sur le Fonds social. Et puis, on l'a appris il y a quelques minutes, ces 3 juges d'instruction nommés ce soir pour reprendre les investigations sur l'affaire Bettencourt. Le juge Courroy passe donc la main. Une symphonie inachevée pour le procureur de Nanterre qui se dit déçu par son dessaisissement. S'oriente-t-on donc ce soir vers une révision d'une partie du traité européen de Lisbonne? On sait la chose politiquement extrêmement délicate et hasardeuse. On comprend dès lors la prudence affichée par les 27 lors du sommet européen de Bruxelles, même si la décision de principe a été prise. Une telle révision serait nécessaire pour pérenniser le fonds de stabilisation financière qui devrait permettre de résister à de nouvelles crises budgétaires. Christine Buagia. Ils dénonçaient un diktat franco-allemand, mais les 27 se seront finalement alignés. Pour garantir la stabilité financière de la zone euro, ils ont décidé dans la nuit, à Bruxelles, de pérenniser le fonds d'aide aux pays en grande difficulté. Un fonds de 400 milliards d'euros, initialement décidé pour 3 ans. Nous nous sommes tous mis d'accord. Il ne s'agit plus de ceux qui étaient hésitants, de ceux qui étaient contre, de ceux qui étaient pour, de ceux qui étaient enthousiastes. Ça n'a aucune importance. Nous nous sommes mis d'accord sur le principe qu'il faut un mécanisme permanent de crise. Une décision qui ne va pas être simple à mettre en œuvre. D'abord, parce qu'il va falloir changer le traité de Lisbonne, qui vient à peine d'entrer en vigueur. Mais aussi parce qu'il va falloir la conjuguer avec le souci des États européens de limiter la hausse du budget. Dans ce combat, les Britanniques sont en pointe. Ils refusent tout net les propositions de la Commission. Une augmentation de 6% du budget de l'Union européenne l'année prochaine, je crois que ceci est complètement inacceptable à un moment où les pays européens, dont la Grande-Bretagne, prennent des décisions difficiles concernant leur budget et doivent réaliser des coupes franches. Il n'est pas correct que les institutions européennes dépensent de l'argent pour leur propre compte de la façon dont elles le proposent. Et dans cette croisade, le nouveau Premier ministre britannique a beaucoup de soutien. 10 États, dont la France et l'Allemagne, ont clairement fait savoir qu'ils n'accepteraient pas plus de 3% d'augmentation. Alors les 27 voudraient boucler la révision du traité de Lisbonne d'ici mi-2013, mais certains voudraient aller plus vite. C'est le cas d'Angela Merkel, la chancelière allemande, qui insiste pour priver de droit de vote les pays trop laxistes en matière budgétaire. En France, elle était la première raffinerie à s'être mise en grève. La raffinerie de Donges en Loire-Atlantique a été la dernière des 12 sites de raffinage français à voter aujourd'hui la fin du mouvement de grève. On s'achemine donc vers un retour à la normale dans l'approvisionnement des stations d'essence, d'autant qu'on apprenait dans l'après-midi le déblocage des terminaux des ports de Marseille. Les 80 pétroliers, toujours au large, devraient pouvoir accoster dans les heures qui viennent. L'heure semble bel et bien à la sortie de crise sur le front social de Bruxelles. D'ailleurs, ce midi, Nicolas Sarkozy est revenu sur l'actualité des retraites. Dans cette affaire, a-t-il dit, il n'y a qu'un seul vainqueur, la sécurité sociale. Des inquiétudes souvent légitimes ont été exprimées. Je les ai entendues, j'y réfléchis et je prendrai le moment venu les initiatives pour y répondre. Alors avant les manifestations d'hier contre la réforme des retraites, la semaine qui s'achève a été marquée, vous le savez, par le vote au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, de la loi défendue par Éric Woerth, le ministre du Travail. Le chef de l'État attend désormais l'avis du Conseil constitutionnel avant de promulguer le texte. Bonsoir Stéphane Rosès. Alors la semaine a été très riche, bien sûr, tant sur le front social que parlementaire en ce qui concerne cette réforme des retraites. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un gagnant ce soir? Est-ce que c'est le gouvernement, Nicolas Sarkozy, ou au contraire les syndicats qui finalement sont restés unis pendant des semaines? Il y a encore une nouvelle manifestation prévue dans peu de temps.
Très certainement, il s'agit d'une victoire politique pour Nicolas Sarkozy. Cette réforme n'était pas évidente à mettre en œuvre. C'est une victoire politique et très certainement que l'opposition de gauche le prend en compte. Néanmoins, en termes d'opinion, c'est sans doute une victoire à la Pyrrhus. Jusqu'à la fin du conflit, nonobstant les formes qu'avait prises le mouvement, y compris sur les raffineries où les Français étaient très partagés, légèrement défavorables au mode d'action, 2 Français sur 3, jusqu'au bout, sont restés opposés à cette réforme. Et donc, du coup, c'est l'idée même de réforme en France qui est amoindrie, l'image de la France est amoindrie, et vous avouerez que c'est paradoxal que ce soit au moment où la réforme est votée que l'on annonce des négociations sociales qu'attendait en fait le pays en amont de la mouture définitive de la loi. Et en particulier d'autres également négociations sur l'ouverture sur le travail des jeunes, par exemple. Sur l'emploi des jeunes, Ouais. sur l'emploi des seniors. Alors Jean-Claude Mailly, le patron de Force ouvrière, l'a dit aujourd'hui, ce mouvement social qui a duré des semaines, eh bien, laissera des traces. Est-ce qu'il laissera, selon vous, suffisamment de traces pour influer sur la présidentielle de 2012 ? On en parle beaucoup aujourd'hui. C'est jamais simple dans notre pays, les séquences sociales et leurs effets politiques. En 95, très nettement, le mouvement social de 95 laisse des traces au moment de la dissolution de 97 et la défaite de Jacques Chirac. Avant 2007, les mouvements sociaux qui ont été d'ampleur n'ont pas eu de traces et il y a eu le sacre de Nicolas Sarkozy. Quelle est la trace finalement de ce mouvement? C'est que le pays a été sous tension. Il voulait une réforme, mais il jugeait cette réforme injuste et inefficace. Si à la présidentielle, il y a une démonstration que décidément dans notre pays, on ne peut réformer que de façon douloureuse en divisant le pays, alors il y aura une forte abstention, alors Nicolas Sarkozy pourra l'emporter, alors que pour l'heure, le pays ne veut plus Nicolas Sarkozy. Par contre, au contraire, si les socialistes arrivent à faire la preuve qu'on peut à la fois réformer et de façon juste, alors le conflit social devrait leur bénéficier. Eh bien, nous verrons bien. Merci beaucoup, Stéphane. On vous retrouve bien sûr comme chaque vendredi la semaine prochaine. Vous vous souvenez bien sûr de ces images très largement diffusées sur Internet et qui ont fait naître la polémique sur d'éventuelles provocations policières au sein des récentes manifestations. Eh bien, l'homme au bâton proche, dit la police, des milieux anarchistes a été identifié et interpellé. À l'origine de ces accusations d'infiltration, Jean-Luc Mélenchon, le président du parti de gauche, eh bien, se dit aujourd'hui prêt à s'excuser s'il était prouvé d'avoir accusé à tort la police. Il réitère cependant sa demande d'enquête sur ces affaires. Les propos ne seront diffusés que lundi sur les ondes de Radio France Internationale, mais il confirme, s'il valait en douter, le franc-parler de Ramayad. Interrogée sur le très controversé discours de Dakar, la secrétaire d'État au sport prend le contre-pied de Nicolas Sarkozy en déclarant, contrairement au chef de l'État, qu'elle pensait que l'homme africain était le premier à être entré dans l'histoire. Ramayad qui explique qu'en dépit de ce discours, eh bien, elle n'a pas songé à démissionner. Une affaire à suivre. Philippe Courroy s'exécute et passe la main. Une information judiciaire contre X a donc été ouverte comme c'était prévu. 3 juges d'instruction ont été nommés et désignés ce soir pour reprendre les investigations sur l'affaire Bettencourt. Le procureur de Nanterre se dit déçu et compare son travail à une symphonie inachevée. On l'écoute, c'était ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Oui, je suis déçu pour la justice parce que je pense qu'en termes d'efficacité et à 3 semaines, 1 mois d'un moment, d'un instant où on aurait pu prendre des décisions avec tous les éléments, oui, je suis déçu parce que je pense que, bien évidemment, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites. Notamment, je voyais hier les enquêteurs qui me rapportaient les pièces et il va manquer notamment des procès-verbaux de synthèse qui vont permettre une lisibilité. Le juge Courroy ce matin, le calcul était à l'évidence mal ajusté. Le bonus-malus mis en place, vous le savez, pour favoriser l'achat de voitures propres va être révisé, à en croire les informations du journal Les Échos de ce matin. La formule destinée à réduire les émissions de CO2 a généré en effet un manque à gagner pour l'État de quelques 500 millions d'euros. Patrick Jean-Pierre. Les pouvoirs publics prévoyaient que le coût du bonus serait annulé par les rentrées du malus. C'est raté. Le dispositif connaît un succès, mais qui coûte cher à l'État. 710 millions d'euros de bonus pour environ 200 millions d'euros de malus.
Ça montre que le bonus a été efficace. Ça a fait changer le comportement des consommateurs qui se sont tournés davantage que prévu vers des véhicules qui consomment peu. Et ça explique que derrière, il faille rééquilibrer le bonus-malus en le durcissant un petit peu. Il faut donc un rééquilibrage. Si la mesure de durcissement se confirme, le seuil d'application du dispositif changera chaque année, contrairement aux 2 ans prévus initialement. Ainsi, à partir de janvier 2011, le bonus sera réduit de 5 grammes de CO2 par kilomètre en 2011 comme en 2012. Celui du malus devra être réduit de 10 grammes en 2012. Du côté des constructeurs, la mesure n'est pas accueillie avec autant d'enthousiasme. Contactés, ces derniers n'ont pas voulu répondre à nos questions. Ils attendent confirmation des pouvoirs publics. Ils pourraient bien être pris de vitesse par ce nouveau cahier des charges. Voilà, c'est l'heure d'un retour sur l'actualité parlementaire et plus singulièrement sénatoriale avec vous. Tam Tradmi, bonsoir. Bonsoir Pierre-Henri. Alors la semaine de haut Sénat a commencé dans la fureur, dans la passion avec évidemment ce vote solennel concernant la réforme des retraites et puis après plus rien ou en tout cas presque rien, une semaine d'initiative parlementaire, presque un trou d'air dans les discussions ici au Sénat. Oui, vous l'avez dit, donc nous terminons une semaine d'initiative sénatoriale. Ça veut dire que pendant une semaine, les groupes ont présenté leur propre texte dans l'hémicycle. C'est ce qu'on appelle une proposition de loi par opposition à un projet de loi qui, lui, émane du gouvernement. Du coup, certains groupes en ont profité tout de même pour pousser des bons coups de gueule. Exemple hier après-midi avec Nicole Borvo-Cohen-Ca, la présidente du groupe communiste. Il est navrant de constater qu'au pays de Saint-Just, de Jaurès et de Zola, 60 à 70% de nos concitoyens pensent que leurs élus sont corrompus ou sensibles à la corruption. On est loin, bien loin, de la République irréprochable dont parlait, parole verbale, le candidat Nicolas Sarkozy. Donc là, Nicole Borvo présente un texte qui s'intitule « Garantir l'indépendance du président et du gouvernement vis-à-vis du pouvoir économique ». C'est un intitulé très pudique pour parler des conflits d'intérêts, des financements illégaux de campagne, de la corruption. Et c'est aussi en quelque sorte une forme de cri dans le désert parce que comme chacun peut le constater, il n'y avait pas foule dans l'hémicycle. Il n'y a pas grand monde. Et oui, mais la proposition de loi n'a pas été adoptée par le Sénat. Alors vous parlez des communistes, mais également les socialistes n'étaient pas en reste pendant cette semaine d'initiative parlementaire. On a parlé du cumul des mandats avec, alors on le sait, cette idée très chère à Martine Aubry, la première secrétaire du Parti socialiste. En revanche, elle a beaucoup de mal à passer dans les rangs socialistes même et plus singulièrement ici au Sénat. Oui, on se rappelle que Martine Aubry a inscrit ce principe au sein du projet de rénovation du Parti socialiste. Et à l'époque, elle s'était déjà heurtée à l'hostilité des sénateurs socialistes. Hors de question pour eux de s'appliquer ce principe, alors que la majorité ne faisait pas de même. Et surtout à l'approche des élections sénatoriales de 2011, parce que fait historique, pour la première fois depuis le début de la Ve République, le Sénat pourrait peut-être passer à gauche à ce moment-là. Mais effectivement, le groupe socialiste a besoin de toutes ses forces, donc de tous ses élus, et notamment de ses élus cumulards, des barons du groupe socialiste tels que François Rebsamen ou encore Gérard Collomb. Maire de Dijon, maire de Lyon. Tout à fait. Alors du coup, quand Jean-Pierre Bel, le président du groupe socialiste, présente sa proposition de loi pour supprimer le cumul des mandats, il y en a certains dans l'hémicycle qui ironisent. Je me demande, mes chers collègues, si un vote unanime du Sénat en faveur de ce texte ne serait pas une réponse appropriée. Mais eu égard aux excellentes relations que le RDSE entretient avec nombre de nos collègues socialistes, je crois que le meilleur service que nous pouvons vous rendre, Monsieur le Président du groupe socialiste, est de ne pas voter ce texte et unanimement de le renvoyer en commission. Et finalement, cette proposition de loi a été effectivement renvoyée en commission. Alors la suppression du cumul des mandats, c'est une idée très populaire dans l'opinion et qui revient très régulièrement dans le débat parlementaire, notamment à l'approche d'élections. Et pas de doute que très prochainement, ce très très vieux serpent de mer va venir à nouveau repointer le bout de son nez. Et vous repointerez le vôtre, Tam, dès la semaine prochaine, vendredi, pour nous reparler de l'actualité sénatoriale. Tout autre chose, les restaurateurs, ont joué le jeu, à en croire un rapport sénatorial consacré à l'impact de cette fameuse baisse de la TVA dans ce secteur d'activité. Avant de retrouver son auteur, le sénateur Michel Well, je vous propose une visite, celle d'une brasserie au cœur de Paris, où Thomas Raguet est allé enquêter.
Nous avons une petite partie cosy de ce côté-là. Dans ce restaurant parisien, on sert 180 couverts par jour en moyenne. Suite à l'instauration de la TVA à 5,5%, une baisse des prix a été pratiquée sur certains produits. Alors, une baisse de TVA sur l'entrecôte grillée, sur une des assiettes gourmandes, sur des carreaux minérales. Sur les produits les plus courants. Mais le patron a surtout préféré mettre l'accent sur l'investissement et les salaires. Moi, j'ai embauché 2 personnes supplémentaires dans l'établissement. Ça représente 10% de mon effectif, donc c'est pas rien. Si la nouvelle TVA a permis d'améliorer les conditions de travail, elle a surtout permis de consolider les finances de l'entreprise. Pour Philippe Porte, cette baisse était indispensable, mais a été mal expliquée à l'opinion publique. Les gens l'ont ressenti de manière bien différente de la réalité. Ce n'est absolument pas 14% de trésorerie supplémentaire que nous avons récupéré, loin s'en faut. Pour ma part, en gain de trésorerie, nous avons gagné à peu près 6,6%. Une différence due en grande partie au maintien de la TVA à 19,6 sur les produits alcoolisés. Des produits qui, comme le vin, sont pour beaucoup dans la marge des restaurateurs. Voilà la baisse de la TVA dans le secteur de la restauration. Eh bien, c'est l'objet de notre débat. Avec autour de la table Michel Houel. Merci d'être là. Vous êtes sénateur de Seine-et-Marne. C'est vous qui avez rédigé ce rapport qui fait du bruit sur cette baisse de la TVA dans la restauration. En face de vous, Olivier Ferrand, vous présidez Terra Nova. Alors Terra Nova, faut-il le rappeler, un cercle de réflexion politique plutôt marqué à gauche. Monsieur le sénateur, lorsqu'on lit votre rapport, on est quand même surpris. On a l'impression que tout va bien, les prix baissent, les restaurateurs embauchent, les restaurateurs investissent. Est-ce que vous avez été surpris vous-même par les conclusions de votre enquête? Mais c'est ce que j'allais vous répondre. C'est qu'effectivement, j'ai été surpris. Et je pense que la surprise, j'ai voulu aller dans ce rapport jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai poussé aux extrêmes les recherches qu'on pouvait faire sur les chiffres, sur les données. J'ai même bousculé un petit peu Bercy pour avoir des chiffres, si vous voulez, bien conformes au rapport qui a été fait. On commence à avoir un recul suffisant aujourd'hui, à avoir des chiffres suffisamment précis pour avoir des conclusions tangibles. Pas tout à fait, entre autres, par exemple, sur le problème de l'apprentissage. On n'a pas tout à fait les chiffres, il faudra attendre la rentrée 2011 pour pouvoir avoir des chiffres beaucoup plus précis sur l'apprentissage. Il y a quelques lacunes. J'ai par exemple un autre chiffre, si vous voulez, sur lequel je me suis basé. On avait complètement écarté le fait de savoir combien il y avait d'entreprises défaillantes avant la mise en application de la TVA et après la mise en application de la TVA. Donc, je me suis adressé aux chambres de commerce sur une estimation. Avant, il y avait à peu près 500 entreprises défaillantes qui déposaient le bilan, avant. Et dans les 2-3 mois qui ont suivi l'application de la TVA, on est tombé à 25% de moins. Et pour vous, il y a un effet direct de cause à effet? Ah oui, il y a un effet direct. Ben oui, parce que sans ça, ça ne serait pas explicable. Alors, si je prends, par exemple, tout bêtement, un chiffre comme ça, 25% de moins 100 entreprises par mois, multiplié par 12, ça fait 1200 entreprises sur l'année, avec une moyenne de 3 à 4 salariés par établissement, c'est à peu près, j'ai fait la moyenne comme ça, on se retrouve, si vous voulez, avec 4000 emplois, grosso modo, qui ont été sauvés. Là, ce n'est pas la création, mais qui ont été sauvés. On va reparler des emplois. Olivier Ferrand, comment vous avez lu ce rapport? Très positif sur plusieurs points, en tout cas. Très positif, j'étais surpris aussi. Ouais. Surpris, j'imagine que vous avez un peu tiré les chiffres, parce que quand on voit un certain nombre de chiffres que vous avancez, ils ne sont pas conformes à ce qu'on a lu précédemment par de sources gouvernementales ou d'institutions gouvernementales, comme l'INSEE par exemple. Ou la Cour des comptes. Ou la Cour des comptes également. Donc, j'imagine que vous avez un peu tiré par la démonstration. Mais de toute manière, regardons un chiffre simple. La TVA sur la restauration, ça coûte au total 3,2 milliards d'euros, 2,4 plus les centaines de millions qu'on avait versés au titre de la baisse des charges préalables. Si on avait pris cet argent et qu'on avait mis sur la création directe d'emplois, on a pris l'argent, on dit voilà, on crée avec 3,2 milliards d'euros, combien d'emplois on crée? Juste par de l'emploi direct, on crée un peu plus de 100 000 emplois.
Alors après, on peut ergoter sur combien la baisse de la TVA sur la restauration a créé d'emplois dans la restauration. Certains disent 6 000. 10 000, vous dites beaucoup plus. En tout état de cause, on est extrêmement loin de ce qu'aurait pu créer en emploi direct, sans aucun effet de diffusion. En investissant directement ces 3 milliards d'euros. Alors, j'ai commencé déjà, tout de suite, je suis en désaccord avec vous. Je suis désolé, mais je vais vous montrer quelque chose. En fait, c'est 3 milliards, puisque ça a été annoncé sur tout le monde, mais ce n'est pas 3 milliards, M. Ferrand. Parce que dessus, il y a déjà 600 millions qui étaient des aides à la restauration et à l'hôtellerie. Oui, mais qu'on avait donné, monsieur le sénateur, qu'on avait donné au préalable dans l'attente de la baisse de la TVA sur la restauration. On les a retirés. On les retire. Ils ne sont plus applicables. Bien sûr. Ces aides ne sont plus applicables. Donc on se retrouve à 2,4 milliards. Non, c'est l'inverse. Non, on se retrouve à 2,4 milliards. Non, le 2,4 milliards, c'est le coût net de la TVA, net de la baisse de charge. Donc 2,4 milliards. 2,4 milliards. Non, c'est 2,4 milliards. Écoutez, c'est le rapport, et ça n'a pas du tout été contredit d'ailleurs, jusqu'à maintenant par la Cour des comptes. Alors, vous me parlez de la Cour des comptes, ils ont fait une réserve certainement très superficielle, ils n'ont peut-être pas allé jusqu'au bout, ce qui m'a obligé, moi justement, à montrer pour aller jusqu'au fond. Donc 2,4 milliards. Sur ces 2,4 milliards, il y a 400 millions qui viennent de la restauration qui n'est pas classique. Du chiffre d'affaires de la restauration pas classique. C'est laquelle? Celle qu'on trouve dans les musées, celle qu'on trouve dans les trains, celle qu'on trouve dans toute cette restauration particulière. Donc on retombe à 2 milliards. Maintenant, il y a un chiffre sur ces 2 milliards qui est très net, et celui-là, personne ne peut le contester. Preuve à l'appui, c'est l'INSEE qui l'a fourni. C'est 1 milliard qui a été reversé en salaire dans la profession. Alors, on peut discuter sur le problème de la baisse des prix. Moi-même, en tant que consommateur, tout de suite après l'annonce, quand le gouvernement a annoncé, si vous voulez, cette baisse à la TVA... Vous vous êtes dit, ça va baisser bien sûr, je suis allé au restaurant, comme tous les régulièrement, comme tous les consommateurs, et j'étais étonné de ne pas trouver 14,1% de diminution sur mes prix. Alors vous annoncez 2,5%. Alors j'y arrive, je vais vous expliquer pourquoi 2,5%. Parce que le temps nous est Donc j'étais un petit peu étonné d'arriver à ça. En fait, si vous voulez, d'abord, c'est pas 14,1, puisque l'application sur le TTC, ça fait 11,8. 11,8 sur les produits généraux. En produits consommables, on tombe à 7,5. 7,5, 2,5 pour les prix, 2,5 pour l'investissement, 2,5 pour le personnel. Tout ça est vrai, on peut ergoter sur les chiffres. La réalité, c'est que vous prenez les objectifs économiques de baisse des prix. Effectivement, la réalité, c'est celle que vous, en TTC, la baisse maximale, c'est 11,8%. Tout le monde l'a dit, Terra Nova l'a écrit, 11,8%. L'objectif du gouvernement, c'était une baisse des prix de 3%. La réalité donnée par l'INSEE, le dernier chiffre officiel connu, 1,3%. 1,3 par rapport à un objectif qui était déjà modeste de 3, et un maximum possible de 11,8. On est à un facteur 10 sur la baisse des salaires, un facteur 10. Donc c'est pas, on peut ergoter sur la marge, mais le différentiel est tel que le différentiel est tel que c'est 2,5. 2,5, Monsieur Ferrand, je peux vous assurer, inflation comprise, parce qu'entre-temps, le chiffre est inférieur aux prévisions. Entre-temps, vous et aux attentes des consommateurs. Alors si vous voulez, tous les Français peuvent s'en apercevoir en allant au restaurant. Vous avez trois chiffres. Il y a une critique qu'on peut se faire. Il y a 3 prix qui ont bougé sur toute une carte. Attention, messieurs, il nous reste une minute. Il y a une critique qu'on peut faire, si vous voulez, que j'ai apportée hier au rapport, lorsque j'ai présenté au ministre Novelli, c'est d'essayer, et aux syndicats qui étaient présents dans la salle, qui ont assisté à la conférence, c'est de convaincre tous les restaurateurs qui, eux, ne jouent pas le jeu. Et je peux considérer qu'il n'y en a que 50%, si vous voulez, qui ont joué le jeu. Et c'est ça qui est le plus important. Ils sont beaucoup à ne pas avoir joué le jeu. La preuve, même en emploi, même si on vous suit sur les 40 000 emplois qu'aurait créé la TVA. Combien coûterait l'emploi créé? 100 000 euros. Vous vous rendez compte? 100 000 euros l'emploi créé. C'est de l'argent public dilapidé. Il n'y a pas que ça. Vous oubliez l'investissement. Vous oubliez quand même les charges sociales. Il faut savoir que cette profession, monsieur, cette profession a eu une augmentation de salaire de 2%. La prime du contrat. C'est bien la seule chose que la prime du contrat de suivi, vous l'avez vu, 500 euros, de toute manière, 500 euros au mois de juillet. Le principe même de la baisse est ridicule parce que l'élasticité économique d'un restaurant est quasi nulle. Ça n'est pas parce que vous baissez les prix qu'un consommateur de Berlin viendra à Paris consommer. Notre débat est là, c'est terminé. Je vous propose de regarder la question que nous avons posée à nos amis internautes de notre partenaire, le nouvelobs.fr. TVA dans la restauration. Constatez-vous une baisse des prix? On vient d'en parler. Vous répondez non à 95%, un non massif. Et c'est effectivement cette déception qui est également la vôtre lorsque vous allez vous-même au restaurant. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour évoquer ce dossier, cette baisse de la TVA dans la restauration. Très bon week-end à tous. À suivre
À 19h30, chez nos confrères d'LCP Assemblée nationale, l'émission Entre les lignes. Merci, très bon week-end de tous. Terrain politique poursuit son tour de France. C'est Jean-Pierre Raffarin qui répondra aux questions de Gilles Leclerc sur les grands dossiers nationaux et régionaux. Terrain politique avec Jean-Pierre Raffarin à Chasseneuil-du-Poitou, c'est samedi à 23h45 sur Public Sénat. Fabienne Keller, la sénatrice du Bas-Rhin, nous amène à Strasbourg. Maire de la ville de 2001 à 2008, elle a profité du plan de rénovation urbaine lancé par le ministre de la Ville Jean-Louis Borloo pour travailler sur le quartier du Neuhof. Sur ces pas, nous découvrons la transformation de ce quartier difficile, un chantier d'envergure qui se poursuit avec la municipalité actuelle. Nous sommes ici au Neuhof, dans les quartiers sud de Strasbourg. Ce quartier a été trop longtemps connu parce qu'il était insalubre et qu'il y avait des problèmes de sécurité graves. Et donc, dès que j'étais en responsabilité à Strasbourg, j'ai souhaité le transformer. Et les projets de rénovation urbaine de Jean-Louis Borloo ont rendu cela possible. C'est le cœur du Neuhof, entre la cité et ce qu'on appelle le vieux Neuhof, le quartier qui a un peu plus d'un siècle. Et ça a été vraiment le cœur du travail aussi, le lieu où tout le monde se retrouve. Le tramway a été amené jusque-là, avec 3 stations qui desservent bien le quartier désormais. Il y a aussi des services comme les commerces ou la mairie de quartier. Et puis des lieux où on est heureux de vivre. C'est le cas du jardin, c'est le cas aussi du centre culturel juste à côté. Donc un cœur de village, un centre-ville, c'est cela qui manquait terriblement au Neuhof. Transformer le quartier, participer à son amélioration, réfléchir avec les habitants. Depuis que l'arrivée du tram est venue au Neuhof, que le quartier vraiment il a changé. Il y a eu une ouverture face à Strasbourg alors qu'avant le quartier il était vraiment enfermé dans Strasbourg. Nous allons entrer dans l'école Guinemer, une école que j'ai eu le bonheur de rénover entièrement. Elle en avait vraiment besoin. Un bel outil de travail pour les élèves, les enseignants. Mais le lien avec les familles, c'est aussi quelque chose de vraiment important. Et c'est ce que fait Maïté Schmitt au quotidien, par le dialogue, la rencontre. Et la voilà aujourd'hui présente à l'école Guinemer. Quand il y a un petit problème, je suis là. On dit aux parents, voilà, vous pouvez trouver telle personne, telle autre. Alors, mais quand même, le logement est petit. Oui. 3 pièces, enfin 2 pièces. Mais vous avez quand même 4 salon. enfants quand même. Ouais. Avec notre outil de travail qui est la Saxe Mobile, ça rassemble facilement les parents. Le but, c'est sensibiliser les gens. C'est